Nous sommes donc en direct de l'Atelier des Dialogues à Clermont-Ferrand avec Catherine Redelsperger. Bonsoir Catherine. Bonsoir Pierre. Et nous sommes aussi en direct de Metz avec Faustine Galicia. Bonsoir Faustine. Bonsoir. Catherine, vous rentrez de voyage au Canada. Donc vous avez traversé l'océan Atlantique grâce à l'Hyperloop subaquatique. Vous étiez mandaté par les éditions Ex-Aequo pour relater un événement hors du commun qui s'est passé donc sur l'île Sainte-Hélène. Pourriez-vous nous en dire quelques mots ? Alors je vais simplement vous parler du début de ce que j'ai vu sur l'île Sainte-Hélène. Masquée par la pollution, nous avons été amenés à découvrir un lieu d'expérimentation écologique grâce à Nico, qui est un réparateur de caméras qui a été envoyé de l'autre côté du Saint-Laurent vers ce lieu écologique qui s'appelle Monasphère. D'accord. Donc un événement hors du commun. Donc Nico traverse la frontière qui était jusqu'à présent pas très visible. Pour vous, Faustine, vous avez fait le pari d'envoyer en reportage Catherine, malgré les risques de pollution extrême. Pourquoi cette prise de risque ? Écoutez, en fait, c'est les multiples compétences de Catherine, finalement, qui, à mon avis, lui permettent de s'adapter à toutes les situations. Parce que finalement, Catherine, c'est plus qu'une auteure, c'est une créatrice, mais à tous les points de vue. Elle a eu plusieurs vies, elle en a toujours plusieurs en même temps, mais qui sont toutes complémentaires. Et finalement, elle est rentrée dans l'univers de Monasphère de manière totalement brillante. Et Monasphère est un univers où finalement la fiction et la réalité se mêlent. On n'arrive plus vraiment à savoir ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, ce qui est présent, ce qui est futur, ce qui est passé. Et Catherine, avec toutes ces références et toutes ces idées hors du commun, est capable de l'appréhender et de nous l'offrir brillamment. Et surtout, finalement, Catherine, il faut lui laisser sa chance parce qu'elle est toujours hors de tous les cadres, les cadres du genre, les cadres de la littérature et les cadres de la création, et même hors du cadre de l'engagement, tout en étant toujours finalement très engagée. Faustine, au sein des éditions Ex-Aequo, Monasphère fait partie de la collection Atlantéis, qui recueille un peu plus de 30 ouvrages. C'est vous qui pilotez cette collection. Comment vous pourriez nous décrire la ligne éditoriale ? Alors, donc la collection Atlantéis, je la dirige depuis très peu de temps, depuis septembre dernier. Et la plupart des ouvrages qui ont déjà été publiés dedans sont des ouvrages fantastiques et notamment de thrillers fantastiques. C'est vraiment un aspect essentiel de la ligne éditoriale. Et moi, quand j'ai repris cette direction, j'avais envie de la développer plus loin en conservant évidemment l'exigence de littérature de l'imaginaire, donc fantastique, science-fiction ou fantasy, mais d'aller plus loin en publiant des textes engagés ou novateurs et toujours à destination des adultes de par leur complexité ou de la réflexion qu'ils portent sur le monde. Et finalement, en fait, Monasphère, c'est le tout premier manuscrit que j'ai reçu alors que je venais à peine d'accepter de prendre la direction de cette collection. Et en fait, c'était tout à fait le parfait représentant de ce que je voulais, avant même de le savoir moi-même, avant même d'avoir totalement défini la ligne éditoriale que je voulais mener. J'ai lu Monasphère et c'était tout à fait ça. Un roman complexe, engagé et qui porte des lectures différentes sur la société à la fois actuelle, passée, mais aussi future. Et surtout qui peut se lire de plein de manières différentes. Catherine, Faustine nous parle de romans engagés. Comment tu définirais cet engagement ? Qu'est-ce que tu cherches par l'écriture de Monasphère ? Alors, avant de répondre à ta question, Pierre, j'aimerais saluer en fait les personnes qui arrivent au fur et à mesure et sont déjà arrivées, parce que j'ai le plaisir de connaître la plupart d'entre vous, et puis certains, je vais les découvrir au fur et à mesure au travers de leurs questions. Et je vous remercie d'être là.
et du soutien que je sens de votre part depuis toutes ces années où j'écris. Voilà, je souhaitais dire ça avant de répondre à la question sur l'engagement. Alors, sur la question de l'engagement, en fait, Monasphère est traversé par différentes thématiques engagées, et une première est sur ce que j'appellerais aujourd'hui une question d'éco-relation, c'est-à-dire comment entre êtres humains construire des liens qui permettent un dépassement des peurs de l'autre. Dans le monde de Monasphère, à un moment donné, les choses se sont figées dans l'histoire de Monasphère sur l'île Sainte-Hélène, et l'arrivée de Nico va perturber un équilibre et un monde figé, et va réveiller des émotions très fortes de peur et de colère. Et il y a une forme d'initiation qui va être vécue par les personnages, qui va permettre de traverser en fait ces peurs. Ça, c'est une première dynamique autour de l'éco-relation. Et ensuite, il y a des questions autour de tout simplement des limites de notre planète, des questions écologiques, puisque Monasphère est un monde qui vit avec des ressources où il y a un stock limité, et Monasphère commence avec un drame. Il y a 8 jours pour sauver Monasphère parce que ses réserves sont en train de s'épuiser, et donc c'est une analogie par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Et l'intitulé « Le futur doit être dangereux », c'est le rappel qu'on a tendance à faire comme si nous n'étions pas dans une situation dangereuse, comme l'inconscience à un moment donné des habitants de Monasphère. Et le troisième sujet qui me tient à cœur, qui est la question autour de la société de spectacle, et comment en fait est organisé des méga divertissements qui nous empêchent à certains moments de penser et d'agir. Et les deux mondes, du deux côtés du Saint-Laurent en 2118 à Montréal, sont des mondes qui sont contaminés par la société de spectacle au travers d'un monde très technique, numérique, de jeux d'un côté, de la rive du Saint-Laurent, et de l'autre côté, un monde qui n'est pas du tout technique, mais qui a des origines liées à la société de spectacle et qui est contaminé par ça. Alors, voilà, sur la couverture, on a des poissons. Et les poissons, il y a aussi des algues. Alors, pourquoi des algues et des poissons, Catherine ? Alors, par rapport aux algues, Monasphère est un livre dont l'histoire, le projet artistique a commencé il y a très longtemps par une pièce de théâtre, Le Sauvage, qui a été créée par Anne-Laure Lemaire et la compagnie Niévième en 2008. Où était déjà inscrit le thème de l'éco-relation, et qui ensuite a fait l'objet d'un projet d'une web-série, où à ce moment-là, avec toujours Anne-Laure Lemaire et avec Cyril Vergne et Nathalie Morvillier, nous avons exploré un monde qui est devenu progressivement le monde de Monasphère, et où étaient déjà présents les algues et les poissons. Et à ce moment-là, on ne mesurait pas en fait à quel point notre intuition était juste, puisque aujourd'hui, Pierre non seulement joue le rôle de journaliste aujourd'hui, mais ensemble, nous avons une activité avec Loïc, qui est notre technicien aujourd'hui, et Charles Etienne, qui est sylviculteur, qui s'appelle le sylvomimétisme, et nous faisons partie du mouvement du biomimétisme, qui est un mouvement qui s'inspire de la nature pour créer des matériaux ou réfléchir à des organisations qui sont pensées autrement qu'un modèle qu'on pourrait dire de manière hyper courte, hyper performante par un modèle néolibéral. Je fais vraiment un gros raccourci. Ah oui, ça c'est un gros raccourci. C'est un gros raccourci. Et dans ce mouvement du biomimétisme, j'ai découvert cette année que des architectes travaillaient sur des aquariums qui sont sur les façades des buildings et qui sont des
aquariums d'algues qui à la fois servent à réguler la température dans l'immeuble, d'apporter de l'énergie par la photosynthèse, mais aussi par la biomasse récoltée des algues, permettent d'avoir une valeur nutritionnelle et également une valeur de soins par la fabrication de médicaments. Et c'est des éléments actuels en cours de réalisation qui correspondent à une inspiration qui est dans Monasphère par rapport à l'unicité de l'algue qui sert à habiller, nourrir, soigner et fournir le tissu et également le mobilier. Il est clair que on oublie souvent le rôle des algues sur la photosynthèse, qui produit un dérivé assez accessoire, ça s'appelle l'oxygène. Et d'ailleurs, quand ça a commencé, quand l'oxygène est apparu sur Terre, il y a eu la première grande extinction de masse, parce que toutes les espèces n'y étaient pas habituées. Voilà, on essaye de faire la deuxième, ou la troisième, ou la énième. Voilà. Alors, commentaire aussi à propos de Pierre. Pierre est ingénieur agro, c'est-à-dire que c'est l'autre hybride hyperactif de la table. Voilà. Avec ça, je sais plus quoi dire. Alors, il y a... Ok. Oui, il y a... Oui, Oui, d'accord. Je vois. Il y a une invitation à poser des questions. Catherine, écrire un roman, c'est facile, compliqué, complexe, ça mobilise? Oui, c'est tout ça. Et c'est aussi du plaisir à écrire. Il m'arrive d'écrire des romans dans la douleur, mais ce n'est pas du tout le cas de Monasphère. Et Monasphère a aussi toute cette histoire d'avoir été nourrie dans mon propre imaginaire, dans l'écriture du Sauvage, cette pièce de théâtre, mais du coup j'ai été nourrie par la mise en scène de cette pièce par Anne-Laure, qui l'a mis en scène sous forme d'espionnage, alors que c'était une pièce qui au départ n'avait pas cette... enfin, ils ont tiré le fil de l'espionnage, donc on retrouve des traces dans le roman d'espionnage, donc c'est un roman où il y a beaucoup de suspense. Et moi, une de mes difficultés dans l'écriture, c'est d'être satisfaite de la structure, et donc je passe mon temps à démonter intégralement les romans et à les remonter intégralement. Les tiens? Oui, les miens. D'accord. Et jusqu'à ce que je sois contente de la structure. Et dans ce roman, il y a aussi une particularité qui a été ajoutée à la fin, qui a été fait grâce à la lecture de François d'Assise, où j'ai découvert qu'il avait des accroches. Et d'ailleurs, Faustine, elle me rappelait que Umberto Eco l'avait fait dans Le Nom de la rose, et j'avais complètement oublié ça. Moi, j'étais dans ma référence, c'était François d'Assise, et qui a permis d'introduire dans la dernière phase d'écriture, pour ceux qui ont déjà pu ouvrir le livre, ces annonces dans les en-têtes de chapitres qui annoncent de manière elliptique ce qui va se dérouler dans la suite, et avec un certain humour. Parce que c'est des annonces qui sont faites avec un certain détachement humoristique. Les annonces, c'est le deuxième tome, c'est ça? Non, je plaisante. Alors c'est moitié une plaisanterie, moitié pas. Mais donc toi, Pierre, quand tu as fini de lire, tu m'as dit il est où le tome 2? Et Faustine m'a dit pareil. Et donc j'ai réalisé grâce à vous deux, parce que j'en avais pas du tout conscience, que je laissais le lecteur dans une telle possibilité d'écrire le tome 2, que j'ai décidé de le faire. Et je serai au mois de mai en résidence artistique au camp d'entraînement artistique Simone, chez Anne-Laure Lemaire et toute l'équipe des amis de Simone, pour écrire, j'écrirai pas en 8 jours, hein, mais pour amorcer l'écriture du tome 2. Simone, tu vas comment, en voiture ou en vélo? À vélo. Voilà, c'est mieux, parce qu'avant, en voiture Simone, ça faisait pas très écolo, donc maintenant on dit en vélo Simone. Faustine,
Vous avez le droit de rire de mes blagues à 2 balles, hein. Donc, Faustine, vous nous avez dit tout à l'heure que c'était un roman complexe. Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue écriture? Euh, c'est un roman qui peut être lu de plusieurs manières différentes, en fait, et qui mérite, à mon avis, plusieurs lectures déjà pour être totalement appréhendé. Euh, et il est aussi complexe par la manière dont il est écrit, dans le sens où il y a une extériorité qui est très forte et qui est finalement assez rare en littérature. On aura plutôt tendance à être tout de suite dans l'intériorité des personnages. Et là, il y a une vision extérieure. Est-ce que je peux le dire, Catherine? Oui, parce que c'est au tout début du roman, puisque Nico, le héros, est réparateur de caméras. Exactement. Et en fait, on a l'impression diffuse en lisant Monasphère d'être finalement spectateur de Monasphère. Et c'est finalement peut-être un peu long à comprendre, mais en fait, le roman est écrit du point de vue des caméras et donc des poissons. Et ça, c'est totalement novateur et original. Et en fait, il y a effectivement, j'ai encore lu tout à l'heure une chronique qui est parue aujourd'hui sur Monasphère, justement, et où la chroniqueuse dit qu'on reste un peu extérieur au personnage comme ça, donc c'est troublant en fait, c'est très perturbant, et en même temps, c'est ce qui fait qu'on comprend aussi tout l'univers de Monasphère et qu'on réussit à naviguer comme ça entre différentes zones géographiques et aussi historiques. Alors du coup, moi j'ai une question pour vous, Faustine, parce que je ne sais pas de quelle chronique vous parlez, parce que je me suis pas branchée sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Ouais, c'est tout récent. C'est une blogueuse qui s'appelle Amy. Le blog s'appelle Les Lectures d'Amy. Et voilà, elle a lu Monasphère et elle m'a envoyé sa chronique tout à l'heure par mail. Donc, voilà. Donc, elle a beaucoup apprécié le roman. En fait, elle a été très perplexe. Et ce qui est finalement aussi, ce qui a été mon cas aussi à la première lecture. Et en fait, pour moi, c'est fondamental dans une publication artistique, c'est aussi de réussir à troubler et à surprendre le lecteur, notamment pour un genre finalement d'éco-fiction où il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de romans d'anticipation qui parlent des dangers climatiques. Euh, et donc finalement réussir à surprendre et à le faire dans un genre qui est totalement nouveau, qui brise tous les codes, ça me paraît finalement essentiel et ça permet aussi de se démarquer du lot et c'est ce qui fait que Monasphère est important et différent. Quand vous dites que ça l'a laissé perplexe, je peux l'entendre, hein, ça m'a laissé aussi perplexe. Et en fait, mais je vais peut-être en profiter pour ouvrir et partager la parole à ceux qui voudront la prendre ou qui voudront réagir avec le fil de discussion. Euh, pour ceux qui l'ont lu complètement et qui n'ont pas envie de spoiler, parce que je sais que parmi les gens qui nous écoutent, il y en a qui l'ont lu et il y en a qui l'ont pas lu. Donc, si vous aviez la gentillesse de pas spoiler, ce serait vraiment, vraiment super. Moi, j'ai une question autour de la rémanence. Est-ce que, une fois qu'on a lu Monasphère, vous avez ce récit qui vous reste en tête ou pas? Voilà, n'hésitez pas, vous pouvez réagir sur le fil de discussion ou ouvrir votre micro et partager. Et c'est là que... On peut commencer par le deuxième. C'est comme, voilà, la deuxième personne qui a envie de Ah, il y a parler. Bineka qui veut parler, qui a levé la main. Salut, bonjour. Bonjour Bineka. Bonjour Catherine, très heureuse de te voir ici. Pour tout le monde, moi je suis à Montréal et j'avais envie de demander à Catherine, alors j'avais envie d'abord de dire le livre, je l'ai lu et pour répondre à la question, je ne me rappelle plus le prénom de... Pierre, oui, Pierre, Pierre. ouais. Oui, c'est quelque chose qui reste dans la tête. C'est un roman, je dirais, atypique, qui est vraiment très, qui ne lui appartient qui n'appartient qu'à Catherine, c'est clair. Très étonnant, très curieux et oui, ça reste même sous forme de poisson, de tout ce que tu veux, ça reste. Moi, c'est ce que je dis et je l'ai lu il y a un moment déjà et je pense qu'il n'était pas dans sa version, Tout à fait. Il n'était pas dans sa version actuelle, ouais. voilà, c'est ça, donc je reprendrai avec plaisir,
avec plaisir l'ouvrage. Et puis juste, je voulais te demander, tu l'as peut-être dit déjà, Catherine, mais pourquoi Montréal? Pourquoi l'île de Saint-Hélier? Ouais, alors j'ai pas encore dit, mais au moment où on travaillait sur le projet iFish, qui était la web série avec Nathalie, Cyril et Anne-Laure, nous avons fait ce qu'on appelle techniquement des carnets de tendance. C'est comme dans la mode, mais en fait, pour partager le monde esthétique, on était 4 à créer. On avait besoin de s'accorder. Donc, on a fait tous des recherches et on a partagé nos recherches. Et moi, comme j'étais gardienne, en fait, gardienne du sens, gardienne de l'histoire, j'avais en tête une île que j'avais appelée à l'époque l'île Pax. Et donc, je cherchais à leur montrer ce que j'avais dans mon imaginaire. Et donc j'avais fait des recherches sur Internet et j'avais fait des captures d'écran, mais je savais même pas si c'était un lieu qui existait en fait. Je fais un choix esthétique. Et et Cyril et Nathalie sont allés vivre à Montréal et Anne-Laure et moi on les a rejoints pour continuer à travailler sur le projet iFish. Et en fait, on s'est retrouvés en face de l'île Sainte-Hélène. Anne-Laure et moi, et de loin la biosphère. Et là, j'ai réalisé que mon carnet de tendance, c'était Montréal. Et à partir de là, j'ai décidé avec Anne-Laure de préparer un roman qui allait devenir un spectacle, qui a été fait, cet spectacle, alors que le roman n'était pas encore publié, et ce spectacle a eu lieu en 2015 ou 16, je ne sais plus exactement. Et moi j'écrivais le roman, et au fur et à mesure j'envoyais à Anne-Laure les pages pour qu'elle puisse penser une mise en scène et comment on allait conduire avec une vingtaine d'artistes une résidence qui a abouti à la fin un spectacle intitulé Monasphère. Donc voilà pourquoi Montréal, et on allait très loin. J'ai à Montréal engagé une guide qui était une comédienne à jouer le personnage de Jeanne Mance. Donc Jeanne Mance est la cofondatrice de Montréal. Elle est originaire de la ville de Langres, où était située la compagnie Niévième à ce moment-là. Et nous avons fait une visite de quartier Saint-Paul avec une comédienne habillée en Jeanne Mance qui avait étudié la vie de Jeanne Mance. Et c'était absolument magique parce qu'on était à la fois dans la préparation du spectacle, dans le roman. Je vais pas vous en dire plus. Avec ce personnage qui était avec nous dans Montréal. Donc la fiction et j'ai fait en sorte que la fiction et la réalité soient très fortement entremêlées dans la préparation d'écriture de ce roman. Donc voilà, Bineka, pourquoi Montréal. Et j'y suis retournée à plusieurs reprises et j'ai creusé la compréhension de l'histoire de Montréal. J'ai vu que Jean, alors P, peut-être Pierre, Philippe, Patrick, Jean-Paul. Paul, bonjour Jean-Paul. Jean-Paul, avait levé la main. Donc bonjour Jean-Paul. Bonjour Jean-Paul. Eh bien, j'ai envie d'intervenir. Donc j'ai lu le roman, donc sans dévoiler l'histoire. J'ai envie de répondre oui. Le roman m'a désaxé, j'ai envie de dire. Et j'ai particulièrement apprécié le début où j'ai perdu pied, en fait, parce qu'il y a différents univers qui sont comme s'ils étaient poreux. Et j'ai trouvé ça vraiment génial d'introduire le roman par le biais effectivement de Nico. Puis après, il y a plein de choses qui se passent. Et vraiment, moi, j'ai été un peu ébahi par la richesse en fait des situations et de l'histoire qui avance. Et en vous écoutant, voilà, j'ai envie de relire le roman une deuxième fois pour voilà, percer des choses sûrement que je n'ai pas vues la première fois, puisque j'ai été pris par l'histoire. Et j'ai le sentiment qu'il y a voilà, c'est un livre à rebondissement et à plusieurs lectures. Il faut racheter un deuxième exemplaire et l'offrir en même temps. Je vais engager Pierre comme agent. Merci beaucoup, Jean-Paul. Bravo, Catherine. Est-ce que d'autres ont envie de poser une question? Donc vous faites comme
comme Jean-Paul. Ah, Eric, j'ai vu Eric, il levait la main. Il y a Grégoire aussi. Et Grégoire. Bon, bonjour, salut Catherine. Salut Eric. Alors, moi, j'ai eu en lisant le livre une drôle de micro-aventure. C'est que tes introductions de chapitres m'ont immédiatement plongé dans le monde de Jules Verne. Parce que Jules Verne a l'habitude, au début de ses chapitres, d'avoir comme ça une micro-explication de ce qui va s'y passer en quelques lignes. Et je me suis retrouvé, en fait, quand tu parles, Pierre, de rémanence, je me suis retrouvé dans ce que je garde en tête de deux romans qui sont Voyage au centre de la Terre et L'île à Hélice. Cette notion de recherche de quelque chose qui nous dépasse, qui est plus grand que nous, cette notion de possibilité de réparation, mais on ne sait jusqu'au bout pas s'il y aura réparation ou s'il n'y aura pas réparation. La notion qu'on trouve dans L'île à Hélice de l'invité inattendu, de celui que l'on embarque sans réellement lui dire où on l'embarque et dans quoi on l'embarque. Et puis, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que le roman est extrêmement musical. Et à nouveau, toujours entraîné certainement par mon lien avec Jules Verne du fait de ses introductions de chapitres, je ne retrouve plus le nom de cette somptueuse adaptation musicale de Voyage au centre de la Terre d'il y a une trentaine d'années. Mais je trouve qu'on devrait en faire un beau morceau de musique. Une ligne de contrebasse même. Voilà, ce que je crois. Une ligne de contrebasse naturellement électrique, et puis surtout une ligne de contrebasse avec la pièce de bois qui te relie bien à tes organes intérieurs et à tout ce que ça te fait ressentir. Mais plus que ça, il faut plus qu'une contrebasse. Je pense que de temps en temps, il faut un grand orchestre. C'est une contrebasse pour faire le contrepoint. Voilà. Merci beaucoup, Eric, sur cette partie musicale aussi, que moi j'ai jamais évoqué, même dans mes discussions avec Faustine, alors qu'il y a une dimension de souffle, et cette question de souffle, on l'avait creusée dans le spectacle. Le spectacle était musical, hein, donc il y avait du rock, il y avait du souffle, il y avait des grands moments de silence. C'était la musique jouée sur scène avec Patricia Dalio et Uriel Barthélémy qui est un percussionniste qui travaille beaucoup à partir de Tel Aviv, et Patricia Dalio avec sa compagnie, et qui ont créé pour Monasphère le spectacle Une musique. Et c'est très intéressant que tu l'aies perçu, Eric, parce que moi, c'est sûr que dans le roman, ça m'a influencé, parce que le roman n'était pas fini quand le monde de Monasphère était terminé, mais pas le roman. Et le spectacle a été créé à partir du monde. Et moi, il y a eu des rebonds après sur l'écriture, parce que j'étais nourrie par le spectacle et par l'exploration de ces artistes. C'est pour ça que à la fin de Monasphère, il y a cette si longue explication de l'histoire de Monasphère pour rendre hommage et honneur à tout ce travail que j'ai vécu avec d'autres qui aboutissent à ce roman. Alors, pour ceux qui n'auraient pas compris l'allusion, effectivement, si je tourne la tête, je vois la contrebasse de Catherine. Donc Catherine, en plus d'être hyperactive, de son métier, elle est aussi musicienne, en plus d'être d'écrivaine. Alors je sais pas si on dit vin ou veine. Je dis auteur. Auteur. Bonjour Isabelle. Voilà, donc nous avons lu le roman, et en particulier, donc j'ai lu son roman. Et par rapport à ce qu'il en reste, pour reprendre ce qu'a dit Pierre tout au début, donc moi, il m'en reste beaucoup de choses, et j'ai été frappée par le côté visuel de manière générale,
Mmh. y compris par le visuel entre les deux univers, donc par le biais de la caméra, hein, donc ça m'a beaucoup frappé. Et je suis restée en fait avec beaucoup d'impressions, à la fois, donc je t'ai retrouvé toi, hein, parce que j'ai retrouvé différents thèmes sur l'aspect rituel et religieux très fortement, sur l'aspect de la réparation, du soin, en deuxième, et également aussi, ce qui m'a interpellée quelque part et aussi frappée, c'est les personnages. J'aurais voulu que tu nous parles de ton travail sur les personnages, parce que bon, ils sont à la fois décrits visuellement, il y a une description aussi sur leur généalogie. Il y a Mmh. toute une série d'interrelations, en fait, de soins et après un petit peu de rapport, un petit peu de séduction. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et il y a le rapport parent-enfant. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et je veux savoir enfin, si tu pouvais un peu expliciter ce travail parce que j'avais des questions beaucoup plus précises. Mais là, je pense que je risquais un peu de spoiler l'histoire. OK. Notamment, je me pose des questions sur en fait, bon, je peux te la poser quand même. J'avais été un peu frappée sur le 8e commandement et la place des femmes. Oui. Tiens, Alors, sur les commandements sans spolier, parce que je vais du coup revenir à l'origine qui est la pièce de théâtre Le Sauvage. Dans la pièce de théâtre Le Sauvage, c'était déjà une dystopie, donc un monde qui n'existe pas. oui, il vaut Et mieux qui, l'expliquer parce qu'une dystopie comme mais ça, qui oui. illustre quelque chose. Et dans le monde de Monasphère, donc et puis il y a autour de nous en fait dans la salle Zoom des personnes qui ont vu le Sauvage. Donc pardon, dans Le Sauvage, c'est l'histoire d'un monde où il y a un hôtel à la frontière. À la frontière et de l'autre côté, les choses vont à peu près bien. Et dans ce pays où il y a l'hôtel, il y a un fonctionnement assez opaque pour le reste du monde. L'hôtel fait frontière. Et dans ce monde-là, les autres parties du monde se disent ça va nous péter à la gueule. C'est-à-dire soit ça va imploser ou ça va exploser ce monde-là, mais ça va devenir très dangereux. Et ce monde-là, vient un diplomate qui est envoyé pour entrer dans le monde et il arrive dans cet hôtel pour apprendre la culture de ce monde-là qui est complètement opaque. Et dans cette culture-là, il découvre que les femmes ont une place très particulière, c'est qu'en fait, elles maintiennent les hommes dans leur peur en les rassurant. C'est-à-dire, c'est un monde systémique figé, ça n'avance pas, parce qu'elles les maintiennent dans leur peur, dans une fonction de les rassurer. Et eux, les hommes, dans ce monde-là, manifestent des émotions qui sont la peur et de l'agressivité. Et et j'ai écrit pour la pièce de théâtre des commandements que j'ai souhaité maintenir dans Monasphère et qui sont des commandements extrêmement clivants entre les hommes et les femmes. Et qui sont en même temps des commandements liés à l'enjeu du déséquilibre et de l'équilibre, puisque les deux mondes des deux côtés du Saint-Laurent sont des mondes figés. Du coup, ils ne sont ni en équilibre ni en déséquilibre. En fait, ils sont tout simplement figés. Et un des enjeux, c'est d'amener du déséquilibre pour réamener du mouvement et réamener de la vie. J'ai Nico qui me parle à l'oreillette. Oui, Nico. Ah, d'accord, il y a toujours des soucis avec les poissons. Ok. Faustine sur les personnages, en fait. Sur les personnages, comment vous décririez cette complexité ou le soin apporté aux personnages, vous qui avez un regard d'éditrice un petit peu différent? Alors déjà, si je peux me permettre, j'aurais aimé réagir juste aux 2 questions précédentes, en fait, qui finalement soulèvent aussi un aspect assez important de l'écriture de Catherine, qui est que finalement, donc oui, il y a une dimension très visuelle qui est très forte dans Monasphère, mais en fait, quand on lit Monasphère, on fait vraiment appel à tous nos sens. Donc il y a effectivement ce côté musical, mais et même de l'écoute en général, avec l'importance des cris et des, comment dire, des espèces de mantras qui sont répétés, mais aussi en termes de toucher et de sensation. On sent vraiment la description des tissus qui sont rêches sur la peau ou la viscosité des poissons, etc. Enfin, franchement,
Voilà, c'était juste pour soulever ce point de l'importance des sens en fait dans l'écriture de Monasphère et toujours en rapport avec le spectacle en fait et l'idée qu'on est vraiment spectateur de Monasphère à la fois en étant extérieur et en même temps en étant vraiment du coup paradoxalement d'autant plus dans l'univers de Monasphère. Et du coup, pour répondre à votre question sur les personnages, et ben en fait, pour moi, c'est un peu la même idée, justement, toujours de cette idée d'extériorité qui, du coup, est assez troublante. C'était d'ailleurs l'une de mes premières remarques à Catherine quand on a commencé à travailler ensemble, qui était tous les passages un peu où vous essayez d'aborder l'intériorité des personnages. D'un coup, ça fonctionne moins bien. Il y a quelque chose à retravailler à ce niveau-là. Qui en fait finalement n'est pas nécessaire de vouloir à tout prix mettre de l'intériorité parce qu'on reste extérieur à ces personnages sans forcément être dans leur tête et en même temps on observe leurs interactions de manière très objective et sauf qu'on arrive quand même à éprouver de l'empathie pour eux et de la compréhension même sans être forcément dans une narration interne. D'accord. Et j'ai pas complètement répondu à Isabelle, du coup, je vais apporter juste un complément. Alors, je fais aussi très attention à être, je vais être un peu elliptique, mais c'est sur la question de, il y a des dimensions transgénérationnelles qui apparaissent dans le roman, qui sont liées aussi à mes pratiques, à moi sur le transgénérationnel. Donc, j'y attache de l'importance. Et voilà, mais je reste volontairement elliptique. Isabelle, on aura l'occasion d'en parler toutes les deux. Et Faustine, vous vouliez peut-être rajouter encore quelque chose? Oui, non, mais en fait, du coup, ça me fait penser qu'effectivement, dans la construction des personnages, leur bagage historique, en fait, qui est à chaque fois très riche et très détaillé, même pour des personnages qui vont nous apparaître au début secondaire, finalement, on va en savoir beaucoup sur d'où ils viennent et comment ils en sont arrivés là où ils en sont. Et c'est ce qui fait aussi qu'on s'attache à eux de manière aussi finalement assez novatrice. On les connaît pas encore, on n'est pas encore rentré dans leur tête ou dans leur mode de pensée. Et en fait, on connaît d'un coup tout leur passif et leur histoire et c'est assez passionnant en fait et ça permet aussi de les comprendre de manière très différente. C'est François, en fait, qui a la main levée. C'est moi qui ai lu le livre pour l'instant. Natacha l'a commencé. Ouais. Non, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites et bon, je ne vais pas revenir dessus. Je trouve surtout que ce livre a un regard contemporain sur un monde en devenir. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vu un petit peu, à la fois inquiétant. Et puis, Monasphère, c'est aussi une bulle, je trouve, vue un petit peu à la jumelle, enfin de l'extérieur et à la fois en étant dedans. Il y a les deux côtés. Donc, c'est assez rigolo parce qu'en même temps, parce que moi j'ai mon petit papier, j'ai pas de mémoire, hein, et en même temps que Faustine parlait, j'écrivais la même chose, c'est assez rigolo. Et il y a quand même un côté aussi très télé-réalité et d'un monde en devenir qui peut faire peur quelque part parce que, voilà, on va pas tout dévoiler le roman, mais ce monde est inquiétant comme il peut être inquiétant en ce moment avec les changements climatiques, avec tout ce qui se passe. Et par contre, j'ai été, je connais bien Catherine, très étonné, mais à la fois pas tant que ça, de la richesse de la documentation qui est à la fin du livre, sur toutes les études qui ont été faites sur des sujets qu'on ignore complètement d'ailleurs. Et ça, c'est intéressant certainement de se replonger dans les études qui ont été faites. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je rajoute que de temps en temps, je l'ai vu vérifier. Il est allé voir si ce que tu avais écrit, Catherine, était vraiment quelque part et si c'était vrai. Et il m'a dit à plusieurs reprises, ah non, mais attends, c'est bien documenté, hein, je t'assure, c'est vrai. Hein, oui, il y a certains mafieux qui ont existé, entre autres. Et effectivement, moi, je côtoie professionnellement Catherine, et en général, elle laisse beaucoup de choses au hasard. C'est sa première caractéristique. L'à peu près, le hasard sont vraiment les choses qui peuvent la définir. Voilà.
Voilà. Alors, François, tu ouvres quelque chose justement par rapport à pourquoi j'ai partagé. On en a beaucoup discuté avec Faustine aussi. Hein, on a allégé ensemble, on a discuté de ce qui était redondant, etc. Ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que une partie des sources, je les ai cherchées a posteriori. C'est-à-dire que j'ai mis des sources qui m'ont permis de construire le roman, mais comme je suis assez joueuse, je me suis dit, je vais vérifier le reste. Et donc, je suis allée vérifier si d'un point de vue de la recherche techno, de la recherche du digital, de un certain nombre de sujets que je vais pas évoquer là maintenant, si ça, c'est quelque chose qui était déjà dans les tuyaux scientifiques, si c'était prototypé, si c'était expérimental. Et j'ai découvert que pratiquement tout l'était en fait. C'est la partie anthropologique qui ne l'est pas. Pardon, oui. Effectivement, moi aussi, je n'ai pas dévoilé parce qu'il faut que les gens lisent. Il y a quelque chose notamment sur les poissons, on n'en dira pas plus, qui est assez bluffant. Ouais, tout à fait. Et ça donne envie de le lire hein, quand même. On ne va pas tout dévoiler. Et alors, nous avons donc Natacha que vous venez de voir avec François, et il y a Fiona et Jean Reverdy qui sont là aussi dans la salle Zoom avec nous. Et juste pour parler d'une d'éco-fiction que j'ai écrite, qui sont dans un livre qui me tient vraiment énormément à cœur, qui s'appelle Mixomatose, c'est un livre d'art avec des œuvres de Jean Reverdy, qui est peintre, et Natacha a fait un design du livre absolument merveilleux. Et dans ce livre, j'ai écrit des micro-essais et des éco-fictions. Et ces éco-fictions sont sur le thème de la gouvernance, sur le thème de l'eau, sur le thème de l'insécurité et sur le thème des rites funéraires en cas d'épidémie. Et donc il est sorti en 2017 ce livre, et les situations se passent en Auvergne à Clermont, donc c'est pas dit, hein, c'est inscrit nulle part, mais tout est inspiré par des personnages vivants à Clermont que je côtoie, et par la situation clermontoise. Fiona veut prendre la parole avec Jean. Vous êtes dans l'ombre, vous faites les ombres chinoises tous les deux. Hein. Ça fait rien. Bonjour à tous. Et je voulais faire part d'une sensation qui était curieuse à la lecture de ce livre. C'est-à-dire que j'avais l'impression, en fait, que quand je le lisais, j'étais dans un miroir, en train de lire le livre dans un miroir. Et donc, c'est comme si, à la fois, et que les têtes de chapitre me ramenaient brusquement en dehors de cette sensation étrange. Et à nouveau, je me replongeais dedans. Et c'est comme si ces têtes de chapitre ne correspondaient pas exactement à ce que je trouvais après dans le développement de la tête de chapitre. Et en fait, j'y ai pas pensé plus que ça, mais c'est quand même une sensation qui était un peu étrange. Et donc, là, à la faveur de cette discussion, je me demande si l'auteur n'a pas eu surtout peur qu'on puisse s'identifier. Donc, qu'un être humain actuel puisse s'identifier à un des personnages. Donc ça, c'est une chose que je peux peut-être ressentir. Et si on ramène, par exemple, globalement les idées de ce livre, cette espèce de concentré, de double concentré, en fait, à l'unité, c'est-à-dire à un être humain, je me demande si quelque part ce qui est symbolisé dedans ou ce qui est indiqué dedans ne ressemblerait pas à ce que peut ressentir un être humain actuellement, c'est-à-dire à la fois une volonté de protection presque autarcique et donc de préservation et en même temps une volonté de l'oublier complètement et d'aller au contraire dans cette société du spectacle, être attiré par les deux à la fois et que ça soit impossible à résoudre en fait. Et donc cet effet miroir est assez étonnant pour moi parce qu'effectivement, quand on se voit ou si on projette le monde dans un miroir, on sait très bien que ce n'est pas le monde en fait parce qu'on n'est pas dans le miroir, mais en même temps, c'est quand même ça. Enfin voilà, c'est peut-être un peu bizarre, mais c'est ce que j'ai ressenti, c'est ce que je ressens un peu.
Je comprends tout à fait ce que vous ressentez. Moi, j'ai pris l'habitude à certaines heures de me confesser à mon tuyau de plomberie. Voilà, ceux qui ont le livre comprendront. Et ma femme me regarde quand même assez bizarrement. Et le tuyau de plomberie est juste à côté du miroir. Tu voulais vous voulez réagir, Catherine? Et moi, je vais vraiment méditer, Jean, ce que tu as partagé, parce que sur la question de l'identification et de l'identité, il y a vraiment quelque chose de très particulier dans le travail que j'ai fait dans Monasphère, puisque c'est le travail. J'ai eu en tant que romancière, toute une discussion intérieure sur l'identification possible au personnage que je laissais faire au lecteur ou pas. Et dans la construction du roman, ça a été quelque chose qui a été un débat constant. Et c'est très intéressant aussi ce que Faustine a partagé sur le fait que j'ai nettoyé ce qui était de l'ordre de l'introspection. Il y en avait très peu. Mais c'est intéressant dans le processus d'écriture et sur la question du centrage de l'auteur par rapport à lui-même. Parce qu'en fait, les maisons d'édition Bélial, c'est ça, je sais jamais comment il s'appelle, vous allez pouvoir m'aider, Faustine, m'avait passé ce roman en comité de lecture et m'avait dit l'histoire est incroyable, elle est structurée de manière incroyable, on n'a jamais lu un truc pareil, mais les personnages, on n'arrive pas à s'y attacher. Et en fait, il n'avait pas saisi comment fonctionnait profondément le roman. Et en fait, Faustine, et c'est ce qui fait que nous avons pu travailler ensemble comme ça, c'est que Faustine a compris profondément ce que je faisais. Et donc moi, par rapport à ce que m'avait dit Bélial, j'ai travaillé sur rajouter des éléments d'épaisseur des personnages. J'en avais aussi discuté avec Benika, qui est romancière, de ça. Et Alison, qui est dans la salle, m'avait servi de test. Alison est ma filleule, qui aujourd'hui va avoir bientôt 21 ans, et qui est une de mes interlocutrices par rapport à l'écriture, parce qu'elle a commencé à écrire adolescente. Donc j'ai eu beaucoup de discussions à ce sujet avec elle, et ce qui a été incroyable pour moi, et ça m'a soulagée, c'est que Faustine a tellement compris ce que je faisais, c'est qu'elle m'a proposé de retirer ce que j'avais rajouté, à savoir des petites phrases d'introspection. Elle les a toutes repérées, en fait. Elle a repéré tout ce que j'avais rajouté et je l'ai ôté. Et là, c'est vraiment une question de centrage de l'auteur par rapport à son œuvre. Et moi, ça m'a appris quelque chose, c'est que je dois rester obstinée et centrée sur ce que je veux faire. Catherine préfère toujours ôter que enlever. il se moque de mes origines alsaciennes en faisant ça. Voilà. Ce qui voulait être dit tout à l'heure a été écrit. Je voulais dire que le livre est atypique, dense et construit de façon pédagogique. Il mérite d'être relu. Et la perception de l'écriture d'un scénario d'un film, entre parenthèses, Soleil vert. Voilà. Ouais. Alors, Faustine pourra rajouter quelque chose par rapport à ce que Rita vient de partager, c'est que c'est très dialogué, il y a de l'action, ça va vite, du coup, le fait que ce soit très dialogué permet aussi cette sensation et comme l'écriture est visuelle, d'être dans un film. Où on est poussé à avancer, mais en général les auteurs parlent pas très bien de ça, les éditeurs en parlent mieux. Donc Faustine, je vous laisse en parler. C'est vrai que finalement Monasphère est un roman d'action en fait, comme ça pourrait être un film d'action où effectivement il y a même dans les scènes de description qui sont finalement plus des scènes de description mais en fait des scènes théâtrales où d'un coup il y a des passage de mise en scène et de dialogue et de discours vraiment très théâtral. Donc oui, Monasphère est vraiment un roman d'action. Les dialogues sont fondamentaux, il y en a énormément. Et de toute façon, la question du temps est fondamentale dans ce roman. Et l'action va vite, mais parce que l'action se déroule en 8 jours et que le temps s'accélère tout en se suspendant. Et effectivement, ce rapport au temps est aussi un des éléments de la complexité de Monasphère, finalement, et de son côté troublant. D'autres réactions, d'autres apports, d'autres questions? Ça fait bientôt 55 minutes que nous échangeons. N'hésitez pas. J'ai entendu Blandine
qui a parlé, mais peut-être que Blandine n'a pas envie de poser de questions ou de réagir. Blandine, ouais, elle est là. Je recoupe parce qu'on est nombreux derrière le micro ou la caméra fermée à certains moments. Moi, j'avais commencé à lire le roman il y a quelque chose comme 2 ans. Et c'est vrai que j'ai gardé, par rapport à la question tout à l'heure de Pierre, j'ai gardé des traces et aussi des traces liées à l'inconfort que j'avais pu ressentir à certains moments. Et après, je savais que Catherine faisait un travail de peaufinage, finalisation, donc j'attendais que la version finale sorte pour me remettre dans ce monde. Et par rapport à la sensation où on peut pas être... il peut mettre dans la... Enfin, moi, en tout cas, j'ai senti des moments d'inconfort. Et je trouve ça intéressant par rapport à tout ce que j'ai entendu aussi des échanges. Françoise. Blandine, on en reparlera quand tu auras lu. J'étais très touchée par tout ce que j'ai entendu qui me donne encore une autre lecture du livre ou qui me permet d'approfondir aussi des émotions que j'ai ressenties, aussi bien par les questions d'Éric, Isabelle, les remarques de Jean-Pierre et le miroir aussi. Je trouve ça riche et il y a quelque chose de... Donc, je rejoins tout ça et ça me touche beaucoup. Et c'est sur la question aussi de notre posture d'humain et notre fragilité quand on est en quête de où ça respire, où ça vit chez nous, où sont nos émotions, etc. Donc, je trouve que c'est formidable comment tu arrives à nous mettre sur ce fil-là, en fait, je trouve qu'il nous rend très vivants, même si on est traversé par des petits moments d'angoisse, mais ça m'a beaucoup renvoyé, je le trouve très organique. Et du côté de la peau du monde. Et il y a quelque chose que j'ai vécu du côté... voilà, je n'arrive pas trop à en dire plus parce que toutes les parois, et tout à l'heure, on disait qu'il était très sensoriel aussi par la musique que soulevait Éric tout à l'heure. Et puis après, il me semble que Faustine a soulevé aussi toutes les émotions, mais je trouve qu'il sent très fort le livre. En fait, on partage les odeurs et on partage les sensations et presque on partage aussi l'air, en fait. Il nous fait respirer. Et c'est pour ça que je trouve qu'il est très métaphore d'une peau du monde qui cherche son chemin. Voilà, j'ai ressenti quelque chose comme ça. Merci Françoise. Sur la question de la membrane, c'est un moment donné où j'ai beaucoup travaillé aussi sur la question de la membrane et de la peau. À ce moment-là, pour diverses raisons, mais où il y a des traces en fait dans le roman, et aussi dans le travail qu'avait fait de vous pendant le spectacle. On a fait un travail sur la question de la membrane aussi, donc ça joue. Christian, est-ce que tu souhaites poser une question, Christian? Bonjour Catherine, bonjour Pierre, bonjour tout le monde. Alors, pour revenir à la question initiale de Pierre par rapport à la rémanence, que je trouve assez remarquable dans le roman, c'est que sans avoir l'air d'y toucher, avec un récit très complexe, à la fin, effectivement, bon, je l'ai lu il y a quelques semaines, il reste des images très claires des deux mondes de l'autre côté, de part et d'autre de la rive. Et c'est un travail très intéressant parce que justement, on ne le voit pas venir. C'est-à-dire que parfois, je me suis senti un peu même perdu, notamment dans l'exploration de monastères. Mais ensuite, avec le temps, l'image qui reste est très, très claire. Par rapport à la question de l'intériorisation des personnages, bon, je rejoins ce qui a été dit. Moi, je trouve que Catherine laisse la place au lecteur pour inventer une intériorisation des personnages et aussi pour la propre intériorité du lecteur. Bon, je rejoins un peu ce qui a été dit. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça rejoint, alors là pour moi, il y a une rencontre réussie entre le roman et le théâtre, ça rejoint un peu le travail théâtral. C'est-à-dire qu'on voit des actions, on voit des personnages vivre, on les voit bouger, et puis il se passe quelque chose à l'intérieur de celui qui regarde ou de celui qui lit,
qui fait que l'intériorité du personnage apparaît sans être exprimée, et l'intériorité du spectateur ou du lecteur peut aussi s'épanouir. Donc, en s'effaçant, elle laisse place au lecteur ou au spectateur s'il s'agit de la version théâtrale. Donc, ça, j'ai trouvé ça assez remarquable. Alors, j'ai une question, j'espère que ce n'est pas une question piège, et là, je ne vais pas spoiler puisque je lis une phrase de la 4e couverture. Ces habitants découvriront ensemble le salut par le déséquilibre. Alors, Catherine, est-ce que tu peux dire, ou peut-être pas, ou peut-être que tu n'as pas envie de le dire, quel est le déséquilibre actuel qui pourrait ressembler à un début de salut pour le monde tel qu'il est? Waouh! Ah ouais! Quand même! Je te remercie pour cette excellente question, Christian. Quand même! Alors, mais mon ébauche de questions est sur la question des croyances. En fait, c'est accepter de comprendre dans quel système de croyances on est et donc ses propres biais et accepter d'être déséquilibré dans ses propres croyances. Je dirais ça. Et après, parce qu'en fait, ces croyances guident aussi de l'action. Mais je pense que je commencerai par là. Et dans le roman, il y a un enjeu autour de l'interprétation, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on est figé, et on n'arrive plus à penser, et à quel moment on commence à pouvoir créer de la pensée. Et ça passe par une déstabilisation des croyances. Et aujourd'hui, on a un certain nombre de croyances bien ancrées y compris nos croyances sur notre propre confort. Donc, je pense que ça se niche là. Et j'aimerais rebondir. Alors, Christian et moi, on a beaucoup de choses en commun, dont le fait d'être tous les deux auteurs de théâtre et aussi d'être théologiens tous les deux. Et donc, dans ma formation, enfin dans notre formation en théologie, on fait ce qu'on appelle de l'exégèse, c'est qu'on interprète les textes. Et moi, je me suis spécialisée en philosophie sur la question de l'acte de lecture, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe pour un lecteur et comment un texte est une œuvre ouverte qui donne un maximum de texte de place au lecteur ou bien une œuvre qui est très fermée. Et l'une de mes intentions en tant qu'auteur, c'est d'écrire des œuvres ouvertes. Et très souvent, les gens en fait ne lisent pas exactement le même livre, pas au même endroit. Souvent, même pour les Daily Texas, j'ai des lecteurs qui l'ont lu plusieurs fois. Parce qu'il donne mon travail d'écriture est un dialogue avec le lecteur qui lui laisse une place de construire lui-même le roman à partir de ce que je propose. Voilà. Donc merci Christian par ta remarque qui m'a permis de parler de cette démarche que j'ai tout à fait consciente dans mon travail d'écriture. Merci d'avoir répondu à ces questions. D'autres réactions? J'aurais presque envie de demander à Catherine quel est son secret, comment elle trouve le temps de faire tout ce qu'elle fait. Comment Catherine trouve le temps pour faire tout ça? En dormant beaucoup, je pense. Oui, je dors beaucoup déjà. Et en fait, il y a deux choses, c'est que je suis très guidée par le désir. Et l'autre chose, c'est que je n'ai pas besoin de sas. C'est-à-dire que je fais d'une seconde à l'autre autre chose. Je suis très surpris d'entendre qu'elle n'a pas besoin de sas parce que pour ceux qui ont pu monter à l'atelier des dialogues, ce n'est qu'une histoire de sas. Donc Catherine n'a pas besoin de sas, mais par contre, en revanche, pour monter jusqu'à l'atelier des dialogues, il y a plein de sas. Oui, j'ai créé des sas pour que les gens puissent déposer, mais j'ai un système de sas intérieur qui est très... évidemment, j'ai des sas, mais ils sont extrêmement courts. Hein. C'est des fractions de secondes. Et le désir. Voilà. D'autres... Si plus personne ne souhaite réagir,
on va peut-être s'en arrêter là. Faustine, un dernier mot peut-être, parce que on trouve où le roman? C'est exactement ce que j'allais évoquer de manière un peu plus concrète. Donc là, pour l'instant, il est déjà disponible sur toutes les librairies en ligne, donc la Fnac, Cultura, De Citre, Chapitre, Amazon évidemment, même si à titre personnel, je ne recommande pas. Et il est aussi du coup sur les sites des librairies. Soit vous pouvez vous déplacer en librairie et le commander directement auprès du libraire, soit le trouver en ligne sur les sites qui regroupent les différents libraires, donc leslibraires.com par exemple. Il est aussi en vente sur la boutique en ligne des éditions Execo directement. Et surtout, Catherine, vous l'avez mis dans différents points de vente, donc je vous laisse les citer. En fait, il est à Châteauvillain, donc à Simone. Il est dans le 11e arrondissement, dans mon salon d'esthétique, Nathalie Lode, Quintessence, rue Alexandre Dumas. Il est à la librairie Kléber à Strasbourg, qui a été conjugué avec l'article qui est sorti dans les dernières nouvelles d'Alsace, et je rencontre une journaliste de la montagne, et donc à ce moment-là je m'occuperai d'un point de chute du livre dans une librairie pour qu'il soit disponible en même temps que l'article, mais je vais essayer de relier les articles. Et Françoise, je sais pas où c'en est avec Quai des Brumes. Je l'ai offert à un des libraires avec qui je partage beaucoup de lectures, mais comme je suis là en déplacement, je suis à Boulouris là encore, j'ai pas encore eu le retour de Sébastien, mais je l'ai commandé aussi pour des amis niçois à la librairie Masséna ce week-end, où ils pourront aller le chercher, mais voilà. Et j'en ai parlé au libraire aussi. Formidable. Merci Françoise. Et il est aussi, du coup, disponible à Clermont dans votre atelier. Oui, à l'atelier des dialogues, il est disponible à Clermont. Merci Faustine de me rappeler. 13 rue des Cordeliers, à Clermont-Ferrand, à l'atelier des dialogues. Pour conclure, moi, je voulais juste reprendre quelques éléments que j'ai entendus pendant 7h15 tous ensemble. Monasphère, c'est un roman de la collection Atlantéis. Il est publié aux éditions Execo. C'est une œuvre ouverte, complexe, qui questionne nos propres croyances sur la relation à nos peurs, sur les limites de la planète, sur la société du spectacle. C'est un livre des 5 sens, un livre musical, un livre odorant, un livre tactile, un livre visuel avec les miroirs. Et je vous dirais une chose, méfiez-vous, il peut vous désarçonner, et une chose est certaine, vous risquez la rémanence. Merci beaucoup Faustine, merci beaucoup Catherine. Merci Pierre, merci à vous tous, je vous souhaite une bonne soirée.